ça va faire quand même plusieurs années que je m'intéresse à une approche plus large, plus holistique, qui est celle des systèmes alimentaires. Et donc ça va être tout le but de mon intervention ce matin. Ça va être de vous présenter une démarche que l'on appelle approche système alimentaire, qui a été assez récemment mise en avant pour penser, ou plutôt repenser, notre rapport à l'alimentation en général. Et mon but ici, ça va être de voir en quoi ça peut nous aider à repenser nos rapports avec les océans et en fait plus largement l'ensemble des écosystèmes aquatiques. Alors vous noterez, j'ai essayé de mettre un petit sous-titre pour dire que les systèmes alimentaires riment un peu mieux avec mer. C'est une tentative sûrement un petit peu hasardeuse de vouloir traduire le fait qu'en anglais on parle de food systems et que du coup on peut parler plus facilement de seafood systems. Et donc je vais commencer sans plus tarder ma présentation. Est-ce que j'arrive à passer les diapositives? Tout à fait. On va commencer par ce que j'ai un tout petit peu introduit, c'est le fait que nous avons maintenant une terminologie qui parle de système alimentaire. Et on va donc essayer de parler de ce qu'est un système alimentaire, mais au tout début, il faut un petit historique de dire comment on a pu arriver à parler de système alimentaire de manière, on va dire, assez importante et large, par tout un ensemble de communautés de recherche. Si on prend les questions de malnutrition, il faut voir que nous avons vécu assez longtemps dans un paradigme qui était assez simpliste, qui était de dire la production agricole, et par agricole en fait il faut entendre ça de manière très large, c'est-à-dire production végétale, production animale, qu'elle soit terrestre ou aquatique justement, la production animale conditionnait le fait que les populations soient en bon état de santé et aient suffisamment à manger. C'était aussi simple que ça. Si on avait des famines, c'est qu'on ne produisait pas assez. Une révolution verte plus tard, donc à partir des années, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 70, on s'est rendu compte que juste produire n'était pas suffisant pour garantir justement la sécurité alimentaire des populations. Et donc on est arrivé à cette notion dans les années... à partir des années 70, pour arriver à des définitions beaucoup plus stabilisées dans les années 90, de la sécurité alimentaire. De dire que ce n'est pas que de la disponibilité alimentaire, c'est également le fait que ces aliments puissent être accessibles économiquement et physiquement par les populations, et qu'ensuite c'est la manière dont ils les utilisent, les cuisinent, les stockent et les ingèrent, qui va justement permettre d'assurer une certaine sécurité alimentaire. Et cette sécurité alimentaire, ces trois piliers que je viens d'expliquer, c'est aussi quelque chose qu'il faut regarder dans le temps, parce qu'on peut être de manière temporaire en insécurité alimentaire, parce que des prix trop élevés sur le marché font que je suis obligé de restreindre mes apports. Donc ça nous a donné déjà des cadres beaucoup plus précis pour penser justement les problèmes de malnutrition des populations. Mais c'était encore insuffisant, puisque lorsqu'on va parler du statut nutritionnel d'un individu et donc des populations, il faut regarder également quel est leur état de santé, parce qu'en fonction de leur maladie ou non, on va avoir des besoins différents en nutriments. Et aussi quelles sont leurs pratiques d'hygiène, etc., etc. Et en fait, à force de regarder l'ensemble des déterminants proches ou éloignés qui existent avec les problèmes de malnutrition, on est arrivé à penser justement l'ensemble des systèmes alimentaires pour déterminer une alimentation saine. Et donc on est arrivé à quelque chose qui est la suivante, même si le terme était connu dès les années 70 et utilisé par de nombreux collègues en sciences sociales, parler de système alimentaire dans une recherche interdisciplinaire, ça a, on va dire, une dizaine, quinzaine d'années. Et il y a, évidemment, comme dans toute recherche scientifique, beaucoup de débats sur les terminologies, mais là on peut quand même s'accorder sur la définition proposée par donc, le panel d'experts de haut niveau du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, c'est qu'un système alimentaire regroupe tous les éléments et activités en lien à la production, transformation, distribution, préparation et consommation de nourriture, ainsi que le produit de ces activités, ce qui inclut les conséquences socio-économiques et environnementales. Et donc, de manière très concrète, on a ce genre de schéma. Ne vous inquiétez pas, on va prendre un tout petit peu le temps de les décortiquer. Nous avons quelque chose qui est assez simple. Au centre, nous avons on va dire,
les systèmes alimentaires dans ses composantes les plus simples. C'est tout à gauche les chaînes de valeur. Tout ce qui va être la production, transformation, distribution, stockage, vente, etc. Ça, c'est des choses qui étaient très connues sous des approches filières. Là, l'idée, c'est de les prendre de manière beaucoup plus large et voir comment des filières peuvent interagir. En centre, on a ce qu'on appelle les environnements alimentaires. Les environnements alimentaires, c'est quelque chose à la fois de physique, mais aussi à la fois quelque chose de plus conceptuel, parce que ça peut être tout simplement les marchés, les espaces de vente, mais c'est aussi les espaces publicitaires, c'est aussi des politiques de prix, etc. Et c'est vraiment le lieu de rencontre entre le système productif des systèmes alimentaires et les consommateurs finaux, les acheteurs. C'est vraiment ce lieu de rencontre. Ensuite, on a tout ce qui est les facteurs individuels, le pouvoir économique des personnes, leur compréhension, leur niveau d'éducation, etc., leur aspiration et autres. On a ensuite le comportement très concret d'achat alimentaire, de cuisson, etc., ce qui amène à des régimes ingérés qui ont, et là on arrive sur la partie système, les conséquences du système alimentaire. Ce sont évidemment, en tant que nutritionniste, des conséquences nutritionnelles et de santé, mais également maintenant on regarde l'ensemble des autres impacts qui sont socioculturels, économiques et environnementaux. Et ce système qui a des conséquences, il est également sous influence. Il est sous influence parce qu'il va avoir tout un ensemble de facteurs qui vont modifier sa manière de fonctionner. Ainsi, on a des questions de changement climatique, et vous êtes bien placé pour savoir que le changement climatique va avoir de gros impacts sur le taux d'acidification des océans, et donc ça va modifier les différentes populations, les différentes espèces marines en nombre, en situation, etc. Mais on a aussi tous les aspects de mondialisation des échanges commerciaux, les niveaux de revenus et les aspects de distribution. Ça va être également des questions, excusez-moi, j'ai une barre qui me gêne dans ma lisibilité. On a donc les aspects liés à l'urbanisation, le développement de la population, puisqu'on a quand même une estimation de 50 milliards de personnes, 10 milliards de personnes en 2050. Donc ce sont des questions d'approvisionnement, sachant que des zones vont être en décroissance de population là où d'autres vont être en explosion. Les questions politiques, économiques et socioculturelles, tout cela va modifier les différents aspects du système qu'on a pu voir. Et comme on parle de système, il faut bien comprendre que nous sommes dans des aspects où les différents éléments et acteurs sont interconnectés et interdépendants, de toute sorte que toute influence sur un des éléments aura des répercussions sur les autres et au final sur l'ensemble. Donc c'est un cadre qui est extrêmement intéressant dans le cadre de plusieurs communautés qui ont été des communautés plutôt de production, plutôt des communautés de la santé, mais aussi des communautés de recherche sur les économies, les relations d'acteurs ou la gouvernance au sens plus large. Et donc l'approche système alimentaire nous permet de tenir compte de tout cela. Donc de tous les acteurs et activités liés à la production, à la transformation, la distribution et la consommation des denrées alimentaires. Ça tient compte donc des relations de l'interdépendance entre ces acteurs et ces activités, en lien avec les différents territoires, puisque c'est une approche qui nous permet de penser localement et plus globalement. C'est aussi tenir compte des différentes pressions et contraintes qui s'exercent sur les acteurs et donc sur les relations entre ces acteurs, et c'est les différentes conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, en termes de bien-être. Donc c'est de la sécurité alimentaire, c'est de la souveraineté alimentaire, c'est de la nutrition, c'est de la santé au sens large, c'est du lien social avec les questions de vulnérabilité, de cohésion territoriale, c'est des questions de développement économique, donc de revenus, d'emploi, et évidemment des questions d'environnement, qu'elles vont être diverses en termes de biodiversité, de climat, de ressources naturelles. Et vous notez bien qu'avec ça, on a les différents piliers de la durabilité. Pour passer maintenant un peu plus avec le lien des systèmes alimentaires avec, au sens large, les océans, les milieux aquatiques, je vais reprendre un petit peu l'accroche qui avait été utilisée dans l'article que je vais vous présenter dans la diapositive suivante. C'est lorsque l'on prend, par exemple, la base de données Web of Science et qu'on fait quelques recherches d'occurrence. On regarde système alimentaire, au sens extrêmement large. On peut avoir, grosso modo, 16 000 articles. Si on rajoute spécifiquement des mots-clés sur l'aquaculture, les pêches en général, ou les produits de la mer, on tombe à 820 articles.
C'est-à-dire que ça représente à peine finalement 5% du corpus général. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de le comparer, parce que si on regarde tout ce qui est la production animale terrestre, le corpus représente là 18%. Si on prend plutôt la production végétale, on retrouve quelque chose de 20%. On pourrait dire que finalement les systèmes alimentaires riment peu avec mer, puisque c'est finalement pas beaucoup représenté. Mais finalement, si on regarde quand même les contributions nutritionnelles des produits de la mer, avec les dernières données de la FAO Stat, à l'échelle mondiale, la disponibilité alimentaire donc des produits de la mer, ça contribue à 1% de la disponibilité énergétique et 6% de la disponibilité protéique. Donc finalement, on se rend compte que d'un point de vue nutritionnel, à l'échelle mondiale, évidemment, dans certains contextes, c'est beaucoup plus important. Ça, les produits de la mer ne représentent pas forcément tant de choses que ça, et finalement, ils sont pas si mal représentés en termes d'études, système alimentaire et, on va dire, production donc des produits de la mer, pardon. Sauf que, évidemment, là, ce petit aspect taquin n'est pas vrai, parce que, bon, il se trouve que ma collègue Maria Darias aurait pu en parler un peu plus, et donc je m'excuse qu'elle ne puisse pas être présente, mais dans le travail sur les systèmes alimentaires, on a encore un impensé assez important vis-à-vis, justement, des produits de la mer, qui sont soit, au mieux, j'ai envie de dire, traités spécifiquement, donc dans les littératures que je cite, mais assez souvent, elle va être relativement invisibilisée, et c'est quand même assez problématique vis-à-vis justement, en tout cas d'un point de vue des systèmes alimentaires, c'est souvent des choses qui nous manquent. Et maintenant, on va voir comment ça peut être intéressant pour votre communauté de regarder en quoi les systèmes alimentaires peuvent être quelque chose qui aide comme un autre cadre pour penser plus globalement justement la santé des océans. Et là, c'est un article donc de 2019 de Tusly et ses collègues. Ils ont publié cet article dans lequel ils soutiennent que pour maximiser les contributions positives que les produits de la mer peuvent apporter au système alimentaire durable, ils soutiennent que les récits conventionnels qui donnent la priorité au rôle de la mer dans la promotion de la santé des océans doivent être recadrés et couvrir un ensemble qui est plus large, notamment couvrir plus de dimensions de la durabilité, à savoir des aspects socio-économiques, environnementaux et nutritionnels. Et pour cela, ils veulent mobiliser le cadre des systèmes alimentaires. Ils soutiennent que le rôle des produits de la mer dans la création d'un océan sain donc doit être considéré dans ce cadre plus large des systèmes alimentaires mondiaux, sachant que c'est un peu une vue de l'esprit le côté mondial, puisque c'est tout un embriquement de systèmes pluriels qui sont à différentes échelles, qui forment ce qu'on appelle un système alimentaire mondial. Ces auteurs considèrent que l'approche océan sain, en fait, invisibilise les liens entre les systèmes de production alimentaire aquatique et les systèmes alimentaires terrestres. Et également, ça invisibilise les incidences de l'aquaculture en eau douce. Alors, il développe tout un ensemble d'arguments, mais il rappelle que les produits agricoles terrestres sont utilisés dans l'aquaculture. Et inversement, il y a des ingrédients marins qui vont fournir des intrants pour la production animale terrestre. Et donc pour eux, au final, ils rappellent qu'il y a quand même également des similitudes assez importantes entre l'utilisation de cultures vivrières terrestres, l'utilisation de l'eau et l'impact des effluents. Pour eux, tout cela disent que finalement, l'aquaculture a plus de points communs avec l'agriculture animale terrestre qu'avec la pêche. Un deuxième point, c'est celui des acteurs. En effet, ils soutiennent qu'avec l'approche plutôt santé des océans, on a tendance à se focaliser strictement sur les producteurs, donc les pêcheurs ou les gestionnaires de l'aquaculture. Sauf que ça va de même être assez étroit et complètement invisibiliser tout le reste des acteurs qui vont être dépendants de cette production. Et donc, ça va être des fournisseurs de services et d'intrants, ça va être les transformateurs, les distributeurs, les détaillants et également les consommateurs. Et il se trouve que c'est des choses qui vont du coup être parfois perdues de vue lorsque l'on va penser plus globalement la gouvernance des océans, puisque si on prend par exemple le consommateur final, il y a plein de contextes où je veux dire que c'est pas des acteurs à blâmer, mais dans le cas, par exemple, états-unien, il y a quand même environ 45% de la part comestible des produits de la mer qui sont jetés.
par le consommateur final. Et donc il y a là quelque chose à penser pour pouvoir reconsidérer l'ensemble de la chaîne et donc pour savoir pourquoi on irait finalement mettre à disposition autant de poissons pour si la moitié finalement se retrouve jetée. Et un dernier point qui est proposé par ces acteurs, c'est le fait de reconnaître que les produits de la mer sont une catégorie assez hétérogène en termes d'impact environnementaux, nutritionnels et sociaux. Et donc, ils rappellent que, mine de rien, c'est quand même à peu près 2500 espèces, les produits de la mer, qui sont comestibles, et qu'on a toute une variabilité qu'il faut prendre en compte. Alors, sur ce point très précis, je ne serais pas forcément en accord avec ces auteurs, parce que dans le sens où l'approche système alimentaire n'est pas quelque chose qui invisibilise et englobe toute la production, puisqu'elle garde justement des spécificités et regarde en détail ces différentes filières. Et là, je vais vouloir illustrer un peu plus ce qu'ils ont appelé par ce côté hétérogénéité en termes de durabilité. On a là une étude assez intéressante de Robinson et collègues qui ont voulu étudier et comprendre la durabilité des systèmes alimentaires marins pour le Royaume-Uni. Pour cela, ils ont établi les profils nutritionnels, environnementaux et économiques de 106 produits alimentaires marins. Et ils ont regardé, si on prend l'exemple donc du saumon atlantique, saumon d'élevage, en jaune c'est l'élevage et en bleu c'est plutôt les productions sauvages, on a les émissions de gaz à effet de serre en haut, on a N qui représente l'aspect nutritionnel, S qui représente des indicateurs plus larges de durabilité, P c'est le niveau en fait de production, les niveaux donc de production de ces poissons, et A c'est le côté affordability, donc l'accessibilité économique. Et on se rend compte que finalement, le saumon d'élevage, si on prend un autre produit en comparaison qui serait le maquereau sauvage d'Atlantique, il est beaucoup moins intéressant sur le plan nutritionnel, il est moins durable, alors il est un peu moins il est moins durable et il est beaucoup moins abordable que le maquereau. Donc le saumon finalement a des profils beaucoup moins intéressants qu'un maquereau sauvage qui est quand même ancré dans des systèmes de production. Et en regardant l'ensemble des produits, on a même carrément excusez-moi le terme, que je ne dise pas de bêtises, c'est la moule commune, voilà, qui est finalement l'espèce qui est la plus intéressante si on regarde l'ensemble des critères environnementaux, nutritionnels et économiques. Par contre, ils sont extrêmement peu produits. Et donc, ce genre d'approche va nous permettre de regarder quelles seraient des filières, des espèces à favoriser un peu plus pour avoir des systèmes alimentaires durables. Cependant, cette étude n'est qu'un début, puisque si ensuite on considère qu'il faudrait favoriser, par exemple, la consommation de moules communes, ben, il faudrait voir quelles seraient les conséquences au niveau des filières, donc quelles répercussions économiques en termes de prix, en termes de rémunération, mais aussi environnementales si on devait massifier la production de ces moules. Et c'est là que justement l'approche système alimentaire va être extrêmement intéressante pour comprendre l'ensemble des répercussions sur les acteurs et des répercussions économiques, sociales et environnementales de tels choix de réorganisation. Et donc je voudrais juste terminer ma présentation, parce que j'approche des 20 minutes, pour vous donner en fait deux messages clés par rapport à cet outil système alimentaire. C'est que l'approche système alimentaire, elle permet de penser l'ensemble des dimensions de la durabilité des systèmes alimentaires, ce qui inclut justement les produits de la mer, sachant que on a vu qu'ils ne sont pas isolés uniquement avec la mer, qui sont déjà en interaction avec d'autres éléments qui, eux, sont issus plutôt de systèmes terrestres. Cependant, loin de moi l'idée de dire qu'il faut utiliser strictement ce cadre et oublier tout le reste, l'approche système alimentaire a ses propres faiblesses et impensées. Et donc ça ne peut pas être la seule approche. Et donc je considère que ce serait plutôt un outil additionnel qui serait assez intéressant de rajouter dans vos réflexions sur la gouvernance des océans. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et donc reste disponible par la suite pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup pour cette très intéressante présentation. Je vais vous demander d'attendre un petit peu pour les questions, puisque nous avons décidé de poser les questions en fin de séance, c'est-à-dire d'ici une demi-heure environ. Il n'y a aucun souci, je reste présent toute la matinée. Très bien, merci beaucoup. Et donc, je vais passer la parole à Monsieur Mieuxec, qui est professeur des universités, recteur d'académie honoraire et qui est membre de l'Académie de Marine.
faut que je prenne le... Bonjour à tous. Il faut que je prenne le pilote. Où vous gérez. Oui, je sais. Celle-là. Bien. Bon, je vais vous parler donc de l'élévation du niveau de la mer. Apparemment une question importante, en réalité une question qui demande réflexion. L'élévation du niveau de la mer, c'est lent, même si ça monte. Vous allez voir les courbes. Et le problème, c'est de comparer ce qui se passe aujourd'hui avec cette élévation. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une tempête, c'est 1,50 m au-dessus de la moyenne, et c'est plus grave, évidemment, que la lente montée du niveau de la mer. Et qu'il faut donc prendre des précautions immédiates, aujourd'hui, et non pas dans 30 ans ou dans 100 ans. Autrement dit, il y a à réfléchir à l'illusion des chiffres. Alors c'est une question lancinante. Elle est dans la presse, en général. Donc, vous voyez, Global and Regional Sea Level Rise, Scenarios for the United States. Tous les pays se préoccupent politiquement de l'élévation du niveau de la mer. C'est donc bien un problème politique, c'est un problème de prise en charge par les autorités locales, nationales, internationales, etc., jusqu'à l'ONU, jusqu'au GIEC, où d'ailleurs la place de l'élévation du niveau de la mer est prise en compte, mais relativisée par rapport à un certain nombre d'autres problèmes. Oui, le problème est illustré ici, la revue doit sortir ce mois-ci d'ailleurs, et j'ai écrit un papier sur, effectivement, contre l'érosion côtière, quelle restructuration spatiale. Autrement dit, comment faut-il réorganiser les bords de mer en fonction de l'élévation du niveau de la mer? C'est la question clé. Et peut-on faire reculer les gens quand ils n'ont pas envie de reculer? Et comment peut-on les convaincre qu'ils devraient reculer? C'est bien un problème politique, c'est plus un problème scientifique, même si la science doit y aider. Donc les littoraux face au changement climatique. Alors on peut, disons, essayer de sensibiliser les gens. Alors voilà des images qui vous sont données, qui vous montrent ce que serait Miami Beach en 2050. Donc vous avez une bonne image de ce qu'on appelle une submersion lente, qui fait qu'une bonne partie du potentiel économique de Miami serait sous les eaux. Autre exemple, on peut modéliser. Et on peut modéliser l'inondation à échelon 2100, ici pour la région d'Houston. Vous avez donc en bleu clair le premier scénario, en bleu foncé, un autre scénario. Donc, on peut donc modéliser aujourd'hui et donc dire aux autorités, ben voilà, vers quoi on va. Et une fois qu'on leur a dit ça, qu'est-ce que vous faites? Hein, c'est bien la question de fond. J'ai travaillé sur l'érosion côtière, c'est un peu la spécialité. J'ai travaillé pour le ministère en 1990. J'avais fait un rapport assez pondéré, universitaire, donc assez libre, en leur disant ben, il y a des endroits où il faut intervenir. Je suis retourné il y a peu de temps sur ces lieux, aucune intervention. Autrement dit, c'est bien le lien entre l'analyse scientifique et puis la réponse qui est prise. Je dirais qu'à mon âge, on devient sceptique. Une fois qu'on a montré ce qu'on viendrait de faire en respectant les principes démocratiques d'un pays, on se rend compte que bah, finalement, il faut des inondations catastrophiques pour qu'on prenne des décisions. On va donc aborder la question du constat et la question des perspectives. Le constat, c'est bien sûr du local au global. Autrement dit, aujourd'hui, le niveau de la mer s'élève incontestablement. Que disent les courbes? Voilà ce qu'elles disent. Le niveau de la mer a commencé à s'élever à la fin du 19e siècle, vers 1880, 1900, lorsque on est passé d'une sorte de petit âge de glace à un réchauffement qui continue au cours du XXe siècle, avec d'ailleurs des périodes d'accélération et des périodes de décélération. Donc, incontestablement, le niveau de la mer s'élève. Si je prends ce que dit le GIEC, il dit, en gros, de 1901 à 2010, l'élévation est de 19 cm.
19 cm, c'est insignifiant par rapport à ce qu'est une marée. C'est insignifiant par rapport à ce qu'est une tempête. Et c'est insignifiant par rapport à ce qu'est une tempête exceptionnelle. Les tempêtes sont-elles aujourd'hui plus fréquentes et plus violentes que dans le passé? La consultation des sites de Météo France nous dit que non. On n'a pas de preuve que ce soit plus actif. Bien sûr, on laisse les médias raconter ce qu'ils ont envie de raconter avec la culture qui est la leur et qui est souvent insignifiante. La vitesse donc s'accélère. Alors vous avez ici une image de l'accélération récente de l'élévation du niveau de la mer, puisqu'on est passé de l'ordre de 1,5 mm à 4 mm d'élévation. Donc il y a effectivement une accélération. Incontestablement, elle est liée au réchauffement climatique, c'est là qu'est la clé. À mesure que la température s'élève, incontestablement, le niveau de la mer s'élève également. Voyons dans le passé. Il faut toujours regarder le passé pour essayer de comprendre le présent. Hein? Alors, le passé, c'est à partir de 16 000, 18 000, un réchauffement climatique qui s'est accéléré et qui fait que le niveau de la mer a monté. Alors vous avez ici, j'espère ne pas me tromper de bouton, si ça veut bien marcher, hein, vous pouvez lire ce qu'on a appelé le Meltwater Pulse, prend place entre 14 670 et 14 130, pendant l'oscillation de Beaulieu, tout ça c'est quand même très précis d'un point de vue géologique, la remontée aurait été de 3,5, plus ou moins 2,5 mètres en 340 ans, soit 40 mm par an, comparé avec les 3 mm de la dernière décennie. Les comparaisons s'imposent scientifiquement, elles ne s'imposent pas politiquement. C'est pas parce que ça a été comme ça il y a 15 000 ans que ça devrait être comme ça aujourd'hui. Simplement, si le Groenland, si l'Inland Sea et le Groenland fond, eh bien l'élévation du niveau de la mer pourrait être de 7 mètres. À quelle échéance? On ne sait pas encore. Et si les glaces disparaissaient au pôle sud, on estime que ça pourrait monter jusqu'à 60 mètres. C'est-à-dire la liquidation de ce qui est englacé pourrait faire monter le niveau de la mer à 60 mètres. Il faut mieux le savoir pour savoir comment on fait. Il ne faut pas non plus considérer que c'est de la sorcellerie. Hein. À l'échelle globale, la tendance est donc à la transgression, mais si vous regardez cette carte, c'est pas partout pareil. Autrement dit, le problème de l'élévation du niveau de la mer, c'est que le niveau de la mer ne s'élève pas de la même manière en tout lieu. C'est donc bien une réponse géographique qui s'impose. Du global, indispensable, mais surtout local, parce que c'est localement que doivent être prises les décisions pour savoir si on protège ou si on ne protège pas. Si on encourage les gens à s'en aller ou si on essaye de les conforter dans le reste. Alors l'explication par les bilans, j'irai relativement vite, hein. C'est lié bien sûr à l'expansion thermique qui touche l'océan. L'élévation est liée au réchauffement des eaux de surface, donc c'est devenu un paramètre de plus en plus important par rapport au reste. Alors bien sûr, il y a la place des glaciers, etc. C'est un grand classique, je n'insiste pas. Hein. L'océan se réchauffe plus vite actuellement. Il se réchauffe plus vite, on en a entendu parler hier. Ce réchauffement ne peut pas avoir de conséquences, mais à l'échelle globale, ça reste peu importante. La transgression est millimétrique. Même si elle peut être plurimillimétrique, ce n'est pas un élément déterminant. Si vous suivez la presse et les médias en général, qui insistent sur ce qui ne se va pas, il y a des tas de choses qui ne vont pas, eh bien, vous avez droit à des tempêtes, vous avez droit à des tsunamis, etc. Vous avez droit à la réalité du moment, il y a 50 ans ou aujourd'hui. Parole de géographe. Alors, les différents éléments, bon, il y a l'expansion thermique, c'est classique, avec tout un tas de conséquences qui ne portent pas uniquement sur le niveau de la mer. Le niveau de la mer n'est qu'un élément dans l'ensemble des problèmes qui se posent aujourd'hui à travers le réchauffement climatique. Moi, j'utilise le mot réchauffement, je n'utilise pas le mot changement. Je sais ce que c'est que le réchauffement, ça se mesure. Le changement, je ne sais pas. Vous pourrez me poser des questions après pour que je vous réponde pourquoi je ne sais pas. En complexité des faits d'observation, voilà un document qui vous montre avec les couleurs qu'il y a des endroits plus chauds que d'autres. El Niño, par exemple, dans le Pacifique,
joue évidemment dans ce mouvement essentiel de l'eau, soit vers l'ouest, soit vers l'est, pour que quelque part le niveau de la mer monte à l'ouest et qu'il descende relativement à l'est. Le problème n'étant pas du niveau de la mer, il est un problème de température. Parce que les masses d'air qui sont chargées, évidemment, donnent des précipitations qui peuvent être abondantes et hyper abondantes. Alors, il faut tenir compte, et approche géographique et géologique, pour comprendre qu'il y a à la fois des régions stables, où les choses ne bougent guère, on sera autour de la moyenne, il y a des régions émergentes par le rebond post-glaciaire, qui continuent à se soulever, c'est-à-dire que le niveau de la mer relativement s'abaisse, et puis il y a effectivement des régions subsidantes qui sont en situation de submersion. Comme il y a à peu près 800 millions de personnes qui vivent au bord de la mer, vous devinez que ça représente un enjeu tout à fait considérable. Et que pour les touristes en France, le long des côtes landaises ou ailleurs, ça n'a rien à voir avec Jakarta, avec Manille et avec d'autres lieux. Toute comparaison est ici déraisonnable, me semble-t-il. Donc vous voyez, cerclé en rouge, vous avez tous les endroits où effectivement la subsidence fait que le continent s'affaisse et que la mer relativement transgresse. Autrement dit, là on n'est pas à une montée de quelques millimètres, mais de beaucoup plus de millimètres. Autrement dit, si l'approche est globalisante, les solutions ne sont que locales. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Il y a des courbes prises assez récemment qui vous montrent ici vous voyez, nous sommes au bord pour les États-Unis, globalement, le niveau de la mer s'élève, sauf en Alaska. Parce qu'en Alaska, le rebond post-glaciaire fait que le continent se soulève comme il se soulève en Suède et en Norvège, où il n'y a strictement aucun risque de ce point de vue-là. En revanche, dans toutes les régions qui, au bord de la mer, sont quelque part affectées par la surexploitation, non, je ne devrais pas utiliser ça, par l'exploitation pétrolière, par le pompage dans les nappes, etc., eh bien, le continent a tendance à s'affaisser. Naturellement, il s'affaisse, parce que ce sont des régions de marge subsidantes, à quoi s'ajoute bien sûr l'élévation du niveau de la mer. Donc j'ai abordé cette question-là, je n'insiste pas. Le problème étant toujours d'essayer de tenir dans les temps et d'aller jusqu'au bout du PowerPoint. L'élévation du niveau de la mer aux États-Unis. Mais cette carte est intéressante, mais en même temps, elle est forcément affectée par le phénomène El Niño. En période El Niño et en période qui n'est pas El Niño, vous avez un mouvement de masse qui fait qu'il est très difficile d'en tirer comme conclusion que le niveau de la mer s'élève de temps à tel endroit. Au contraire, tout est extrêmement mouvant. Et d'ailleurs, le GIEC reconnaît que dans 30% des situations, on ne peut pas tirer de conclusions déterminantes. Le GIEC, il faut lui faire confiance, c'est une institution scientifique. La plupart des données sont calées par les recherches. Après, le problème, c'est l'utilisation de ces données politiquement, c'est-à-dire que vont faire les politiques, c'est-à-dire vous et moi, parce que nous votons, pour que des solutions puissent être trouvées. Puis, région pétrolière ici à droite, dans une région pétrolière on exploite, inévitablement le continent s'affaisse. Alors les perspectives. Pour les perspectives, on est forcément entre réponse technique et décision politique. Autrement dit, l'élévation du niveau de la mer n'est un problème que dans la mesure où on essaye de le résoudre. Mais le résoudre, ça peut se faire à l'échelle globale, en ce sens qu'on peut suivre des conseils qui vous disent il faut que la température ne s'élève pas de plus d'1,5 degré pour les 50 prochaines années. Ça, c'est une proposition dont vous êtes témoin qu'elle est suivie relativement selon les lieux. Réponse technique, nous avons les moyens de faire face. C'est une vieille histoire des relations entre l'homme et la mer. Réponse politique, décision politique, c'est autre chose. Arrivera-t-on à convaincre les gens qu'il faut qu'ils bougent? Alors, les réponses techniques, vous avez ici la dernière digue de protection de l'île de Ré, qui a été construite dans ce qu'on appelle le Martret, la plage du Martret. On a mis des
centaines de milliers d'euros, pour conforter dans cet endroit la résistance de l'île de Ré, parce que c'est un endroit où, si ces digues sautent, il y aura deux îles, l'une à l'ouest et l'autre à l'est. Autrement dit, il était déterminant après Xaintia que l'on intervienne. J'introduis Xaintia, il faut une catastrophe pour qu'on commence à réfléchir. Recommandation politique pour adapter les villes côtières à l'élévation du niveau de la mer, c'est bien ici une brochure qui aborde des choses d'une manière plus globale, évidemment, que dans le cas de l'île de Ré. Du local au global. Est-ce que ce qui est proposé globalement peut être appliqué localement? Qu'est-ce qui est le plus important, le local ou le global? L'information sur le réchauffement climatique et les mesures à prendre, ou les mesures à prendre localement pour mettre les gens à l'abri des risques. Alors on peut faire comme aux États-Unis, planter des panneaux sur la plage pour dire, ben, vous voyez, en 2030, c'est là que sera le niveau de la mer, en 2050, c'est là qu'il sera. C'est presque illusoire, parce que à mesure que la mer va monter, le sable va être évacué. Il n'y aura plus de plage. Hein. Donc une des solutions auxquelles vous pouvez penser, et auxquelles pensent systématiquement les Américains depuis 1922, c'est de remettre le sable une fois qu'il est parti. Le premier rechargement en sable, c'est 1922, près de New York, et il continue à hauteur de 5 à 10 millions de mètres cubes quand c'est nécessaire. À Atlantic City, ils l'ont fait, après tempête. 3 mois après, c'était reparti. Parce qu'un cyclone était passé par là et avait liquidé la plage. Mais l'enjeu était tel, il y a 22 ou 23 casinos, que ça valait le coup de recharger la plage, parce que le problème est un rapport coût-bénéfice. Si ça nous rapporte, on fait. Si ça ne rapporte pas, on réfléchit. Vous allez voir ça. Hein? Facing to rising sea level, retreat, defend, attack. Est-ce qu'on peut reculer? Est-ce qu'on peut défendre? Est-ce qu'on peut attaquer, contre-attaquer? Ce qui paraît d'ailleurs, a priori, peu compréhensible. Mais ce n'est qu'a priori, c'est faute de culture. Hein? Donc voilà un schéma. Je ne vais pas le détailler, c'est simplement pour vous montrer qu'en l'occurrence, les formes littorales vont répondre à toute une série d'éléments qui vont contribuer à leur évolution. Donc intervenir là-dedans, c'est extrêmement complexe. On m'a reproché de faire ce type de présentation pour des étudiants, et même pour des élus, je dirais, ils sont au cœur du système. Alors pour eux qui comprennent mieux, vous avez aussi ceci. Le niveau de la mer s'élève, en partie du fait des activités humaines. Quelles sont les réponses positives? Et vous voyez qu'à la base de mon croquis, vous avez résisté ou reculé. Et au-dessus, vous avez le financement. Comment financer la lutte? Comment financer la recherche pour que justement, il y ait une amélioration de la connaissance qui fasse que la décision soit prise en fonction de la connaissance scientifique? Alors les perspectives peuvent ou doivent inquiéter. L'élévation du niveau moyen mondial des océans comparé à 1900, je n'ai pas insisté en vous donnant plus de chiffres, je me suis simplement appuyé sur ce que propose en général le GIEC, avec les scénarios qu'il met en place, qui vont du pire au moins pire. Alors, bien sûr, la tendance est à ce que, globalement, de toute façon, le niveau de la mer va s'élever. Et même si des mesures sont prises pour s'en tenir à 1,5 degré, ça continuera à monter, par une espèce d'inertie qu'exerce la mer, qui continuera, elle, à monter en dépit du blocage du réchauffement climatique. Ce qui fait qu'il faut voir les choses à deux échelles, l'échelle immédiate de la décision et l'échelle postérieure, 20, 30, 40 ou 50 ans, pendant lesquels le niveau de la mer va continuer à monter. Alors bien sûr, je reviendrai sur le cas français après, si vous me donnez, je suis encore dans les temps? Presque? Vous avez quelques minutes. D'accord. Donc, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. On ne peut pas comparer le littoral français et les préoccupations qui sont pour l'essentiel d'ordre touristique, et puis la situation à Jakarta. 10 millions d'habitants, vous avez ici une des grandes métropoles mondiales. Et il y en a d'autres, en particulier en Asie, dans des régions où le niveau de la mer a tendance à s'élever, à la fois pour des raisons naturelles et pour des raisons humaines,
la surcharge de population, l'extraction d'eau douce, etc., etc. Le gouvernement du président Joko Widodo annonce en 2019, qu'il allait déplacer la capitale du pays, actuellement la plus grande ville du pays, sur l'île de Java. C'est-à-dire, vous allez faire migrer Jakarta sur 1000 km pour installer la future capitale à Bornéo. Oui, sur des terres actuellement forestières. La construction devrait commencer cet été. Vous voyez la date. Hein. Voilà, je dirais, l'hypothèse la plus sage et la plus difficile à mettre en œuvre. Faire bouger une capitale. C'est-à-dire un potentiel tout à fait considérable. Alors, regardons les choses pour Jakarta. Voilà 1977, ce qu'est la carte. Donc en haut, c'est la mer, c'est l'océan, et au bas de la carte, c'est la terre. En 2017, ben, les taches bleues allant jusqu'aux taches noires, c'est, vous voyez, par rapport à l'échelle, la transgression qui, quelque part, menace une bonne partie de la partie la plus ancienne de la capitale indonésienne. Et ceci s'accroît, voilà, pour 2025, ce qu'est le pronostic, le forecast, comme on dit en anglais, eh bien, on voit bien qu'en face de cette situation-là, qui est une situation cartographiée, ça ne veut pas dire que tous les jours c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a des périodes où c'est pas sensible, des périodes où c'est au contraire très sensible. Donc les autorités considèrent aujourd'hui qu'il faut déplacer le potentiel de direction du pays vers un endroit qui est sécurisé. Vu de l'esprit, scientifiquement acceptable. Humainement, c'est plus compliqué. On peut déplacer une administration, c'est pas trop compliqué, même si les gens râlent. En revanche, une population de pêcheurs, etc., c'est plus complexe. 2050, la situation sera intenable. Alors, quand on regarde ce document, est-ce que présenter devant des autorités à Jakarta, c'est susceptible de faire bouger les populations, de faire bouger les responsables politiques dans la bonne direction? Est-ce qu'ils vont accepter que finalement la transgression menace véritablement la continuité du développement économique et social à Jakarta? On peut poser la question en bien des endroits. Alors vous voyez, j'ai découpé ici ce qu'a été l'étalement urbain vu par satellite en 1990 et en 1922. Autrement dit, bon, je peux dire que je continue 2 minutes. Donc on peut essayer de bétonner la côte pour que la mer ne monte pas trop. Je passe. Alors bien sûr, la problématique, j'ai un peu dépassé mon temps, mais elle est celle-là. Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on s'en va? Ce sont des documents qui datent d'une vingtaine d'années quand je faisais ma thèse en comparant les États-Unis et puis les littoraux européens face à l'érosion côtière, pas à la montée du niveau de la mer, face à l'érosion côtière. On avait déjà la pratique américaine, très sage d'une certaine manière, qui consiste à construire sur pilotis et à bien vérifier que les pieux ont été calculés pour être plantés à telle profondeur, avec tel matériel. Et les compagnies d'assurance, lorsque une tempête affecte l'édifice, viennent vérifier que le propriétaire a respecté la loi. Dans un pays qui est un pays de migrants par tradition, et où on a l'habitude de s'en aller selon certaines circonstances. Ce ne sera pas si facile que ça dans d'autres pays. Vous avez toutes les hypothèses qui sont ici montrées, c'est-à-dire que vous pouvez rester sur place et essayer d'adapter votre habitat à l'environnement, éventuellement que vous allez reconstituer, par exemple, pour lutter contre les flots aux États-Unis. Alors, on rencontre ça sur les littoraux américains classiques, sur la côte orientale, pour les Outer Banks, le rechargement de plage, le traitement des dunes. C'est une bonne manière de lutter contre le niveau de la mer. Il faut du sable, donc s'il n'y a pas de sable, on va l'apporter. Mais il faut du sable avec une granulométrie qui permette à des dunes de se reconstituer. J'ai fini. On peut dire qu'en gros, j'ai fini, même si j'ai d'autres choses à dire.
Ah, si, regardez celle-là, on peut contre-attaquer ce qui se fait aux Pays-Bas. C'est-à-dire qu'on recharge à hauteur de 22 millions de mètres cubes de sable et qu'on laisse la mer faire le tri et sur des mois ou des décennies, voir comment évolue la plage et surtout comment évolue la dune derrière. Autrement dit, on a bien des moyens techniques de faire face au problème. Ce qui fait que globalement, la question est politique. Qui prendra les décisions pour que l'on puisse faire face, non pas à l'élévation du niveau de la mer, mais à la situation actuelle qui se pose sur les littoraux et depuis des décennies. Merci. Merci beaucoup. Il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur cette question et elle est d'actualité. Oui. Je rajoute juste une chose, c'est que le mois dernier, nous avons eu une communication ici sur le transfert de la capitale de Jakarta vers Bornéo. Donc c'est une question qui évidemment est essentielle dans les préoccupations présentes et futures de notre planète. Merci. Je vais demander, alors nous allons terminer par deux petites présentations de 5-6 minutes, pas plus, concernant l'urgence sanitaire liée aux océans. Et Monsieur Philippe Goyens de l'Académie royale des sciences d'outre-mer va nous présenter, je crois, la problématique des migrations, l'urgence sanitaire, migration, et ensuite, moi, je vous présenterai un dernier point concernant les espèces invasives. Bonjour, merci de me donner la parole, quoique je me demande réellement pourquoi je suis ici. Enfin, on en a un petit peu discuté au téléphone. Mais donc, le docteur Fouché, ayant été envoyé en mission en Amérique latine, si je ne me trompe, les organisateurs du colloque se sont demandé s'il était opportun de donner la parole à l'un ou l'autre médecin dans l'Assemblée, ce que je fais très volontiers. Mais donc, moi je suis pédiatre nutritionniste, j'ai travaillé en Afrique centrale et puis un petit peu sur les hauts plateaux de l'Himalaya et puis, c'est vrai, au Vietnam. Donc là, on était plus près de l'océan, mais j'ai aucune expérience, je dois dire, en ce qui concerne les risques sanitaires liés à l'élévation des océans. Je me suis dit que je pouvais vous faire part de 3 réflexions, en tout cas de 2 réflexions et peut-être rapporter tout de même une expérience. Donc, l'élévation de la température ou le dérèglement climatique, moi je me prononce pas là-dessus, entraîne tout de même des risques sanitaires partout au monde. Donc en Afrique centrale, les pluies torrentielles, qui sont des pluies normales, si je puis dire, je ne sais pas quel est l'impact du réchauffement climatique sur la situation de ce point de vue-là dans les Grands Lacs, mais ça entraîne donc une érosion gigantesque, ça entraîne des glissements de terrain qui emportent des collines et donc des champs, c'est-à-dire le premier maillon du système alimentaire. Ça entraîne aussi des quartiers entiers de villes comme Bukavu qui sont construits sur les collines. Et donc le dérèglement climatique, parlons de la fonte des glaciers ou de l'effondrement des glaciers dans l'Himalaya, où il y a encore récemment des catastrophes gigantesques dans les hautes vallées du Népal. Donc le réchauffement climatique, il n'y a pas qu'au bord de la mer que ça posait problème. Et la conclusion que j'ai tirée de mon expérience dans ces environnements très éloignés de la mer, c'est que nous avons une responsabilité, parce que nous savons que les choses sont en train de se produire, et que nous avons une responsabilité qui est, plutôt que de parler d'urgence médicale, c'est que nous devrions réfléchir en termes de développement et de voir dans quelle mesure il y a moyen de prévenir ces catastrophes. Donc ça, c'est une première réflexion très éloignée de la mer. Ceci m'amène à vous parler d'un projet de développement en rapport avec l'élévation des océans. Et en préparant cette petite intervention, je me suis souvenu d'un travail présenté en décembre 2017 aux Journées Jeunes Chercheurs d'Outre-mer que l'ARSOM organise chaque année.
Et donc, une équipe de chercheurs de l'université de Hasselt, dans le nord de la Belgique, est venue présenter un poster « Developing a flood-prone urban area under pressure in Dar es Salaam, Tanzania, an architect's perspective ». Donc, développer une ville qui était susceptible de vivre en harmonie, c'est un petit peu la philosophie, avec l'élévation du niveau de la mer. Donc c'est un travail du professeur Winkels de la faculté d'art et d'architecture de Hasselt, en collaboration avec l'université de Haradi en Tanzanie. Et donc il s'était penché sur le cas de Dar es Salaam. Donc ceci se trouve dans le prolongement de l'exposé précédent concernant Jakarta, qui est effectivement encore beaucoup plus impressionnant. Mais Dar es Salaam est une ville qui en 2017 comptait 4 500 000 habitants. Il est prévu qu'en 2025, elle en compte 6 200 000. Donc tout le monde connaît le développement anarchique des grandes mégalopoles dans le monde, en Afrique, en Asie en particulier. Elle est une des villes dont la croissance principalement informelle est la plus élevée dans le monde. Et donc elle est située le long de l'océan Indien. C'est-à-dire qu'une grande partie des quartiers où les gens s'installent de façon anarchique, effectivement, sont exposés à l'élévation de la mer. Et donc l'équipe de Madame Winkels s'est penchée sur un quartier qui s'appelle Msazani Bonde Lampunga. C'est un quartier qui est donc à proximité de la mer, une zone très peu élevée. En plus, elle est traversée par une rivière, et donc ce quartier sous-eau de façon très régulière, soit que c'est la rivière qui déborde dans un sens, ou alors qu'effectivement, à l'occasion de marées importantes, de marées extrêmes, ou de tempêtes, ce soit la mer qui rentre dans le quartier. Et en fait, ça rejoint l'exposé précédent, mais on n'est plus aux États-Unis où on peut faire appel à des capitaux importants, il y a des techniques de construction particulières. Mais donc ce projet proposait de transformer ce quartier, un quartier relativement pauvre, en une ville effectivement intégrée à son environnement marin et qui en faisait une espèce de Venise avec des canaux, des emplacements adaptés. Et donc, moyennant une intervention relativement peu coûteuse, il y avait moyen de transformer ce quartier défavorisé, exposé à des inondations par les deux côtés, si je puis dire, en un endroit vivable. C'était extrêmement intéressant. Je ne suis pas certain que le projet ait été réalisé, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il y avait moyen de réfléchir avec les habitants. D'ailleurs, c'était un des aspects intéressants de la présentation. Et enfin, pour conclure, je vous rappelle que le dernier rapport annuel du Lancet Countdown, donc le compte à rebours du Lancet, qui est un rapport annuel extrêmement intéressant, est une fois de plus entièrement consacré aux risques sanitaires du dérèglement climatique. Il vient de paraître, et donc, si vous cherchez de l'inspiration, je vous recommande la lecture de ce document. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Goyens. Je vais à mon tour prendre la parole quelques minutes. Est-ce que je pourrais avoir le... D'accord, merci. Donc, je voulais juste vous parler faisant partie des risques sanitaires, des espèces invasives, parce que, évidemment, beaucoup d'espèces sont concernées par l'invasion d'autres territoires via les océans, mais certaines sont dangereuses et nous allons avoir quelques exemples rapidement. Ah, je ne sais pas comment... Voilà. Donc il y a des causes assez nombreuses et diverses concernant ces espèces invasives. Elles sont transportées de façon spontanée, passive, hein, notamment par les vents, par les oiseaux migrateurs. C'est le cas de la grippe, par exemple, qui est du moins pour certaines grippes animales, qui sont transportées par les oiseaux migrateurs, puisque ça ne concerne pas en principe l'homme du fait de la barrière des espèces.
Il y a des introductions par l'homme, des introductions qui peuvent être involontaires, simplement par le transport des biens, mais aussi volontaires. On se souvient de la myxomatose, on se souvient d'un certain nombre de pathologies comme ça qui ont été transportées. Plus intéressant, je vais vous parler un petit peu de l'ouverture des accès, c'est-à-dire le passage de ces espèces par différents moyens au travers des canaux, notamment Suez et Panama. Et puis il y a d'autres circonstances sur lesquelles je n'insiste pas. Ce qu'on appelle migration lessepsienne, qui concerne tous les canaux, pas seulement le canal de Suez, juste pour vous rappeler qu'il a été inauguré le 17 novembre 1869, donc aujourd'hui, si je puis dire, mais il y a quelques décennies. C'est une migration qui se fait dans le sens mer Rouge-Méditerranée, pour différentes raisons, qui sont des raisons en particulier... Pardon, ça... Oui, c'est ça. Notamment parce qu'il y a un niveau qui est différent entre la mer Rouge, qui est à peu près 1,20 m au-dessus de la Méditerranée, et puis des gradients de salinité, etc., qui expliquent qu'il y a un courant qui va de la mer Rouge vers la mer Méditerranée. En plus, il y a les ballastes qui sont libérés par les bateaux, puisque les ballastes emmagasinent de l'eau pour se lester et ensuite la libèrent, avec évidemment les espèces qui sont prisonnières dedans, que ce soit des bactéries, des poissons ou d'autres. Juste pour vous montrer le canal de Suez, à droite vous avez le canal actuel qui va de Suez à Port Saïd, et puis vous vous rappelez qu'il y a eu déjà un canal, ou plus exactement un accès entre la mer Rouge et la Méditerranée entre le 7e siècle avant Jésus-Christ et le 8e siècle de notre ère, via un canal qui a été creusé entre la mer Rouge, enfin entre les lacs amers et le delta du Nil, et qui ensuite permettait, via le delta, de regagner la mer Méditerranée. Donc c'est très ancien. Cela dit, il n'y avait pas les facilités, notamment le courant, et il n'y avait pas des bateaux avec ballast à l'époque, évidemment, et donc par conséquent, ça a été beaucoup moins important que ça ne l'est devenu depuis la fin du 19e siècle. Et puis un autre phénomène qui est extrêmement intéressant, qui sont le bloom algal, c'est-à-dire lié à une remontée par upwelling, une remontée des eaux du fond qui sont plus froides et qui donc remontent en surface dans un certain nombre de circonstances, et qui emmènent avec elles vous voyez les zones en rouge, c'est les zones où il y a le plus de bloom qui se produisent, et vous voyez sur la photo de droite un bloom qui a eu lieu en 1999 et qui était très étendu, c'est le sud de l'Angleterre, avec donc des algues qui remontent. Ces algues peuvent être toxiques, elles ne le sont pas forcément bien sûr, mais elles peuvent être toxiques, donc intoxiquer des poissons qui eux-mêmes vont être mangés par les humains. Et comme exemple, je vous cite simplement la ciguatera, avec d'une part, alors la ciguatera, c'est ce qu'on appelle un ichthyosarcotosisme, c'est-à-dire que c'est une chaîne alimentaire entre la destruction des coraux, la prolifération des dinoflagellés qui sont mangés avec les plantes par des poissons herbivores, des petits poissons herbivores, qui eux-mêmes sont mangés par des poissons carnivores qui, eux, sont mangés par les humains. Et donc, par conséquent, on boucle pas un cycle, mais on parvient à l'intoxication chez l'homme par ciguatera, qui est très connue dans le Pacifique, et qui tend à s'étendre selon deux phénomènes. D'une part, l'importation de poissons intoxiqués, qui peuvent aller dans d'autres pays, voire dans des pays très lointains, y compris l'Europe et les États-Unis, et puis l'extension de cette ciguatera locale, vous le voyez en jaune, en jaune les zones où s'étend la ciguatera. Je crois que c'était une dernière diapositive. Je vous remercie. Donc simplement pour vous rappeler ce phénomène, ce problème de l'invasion d'espèces.
J'ai pas cité, mais il y a des hyménoptères, il y a des scorpions, il y a des araignées, il y a tout un ensemble d'espèces qui sont comme ça transportées des pays lointains, des moustiques, bien entendu, et éventuellement des moustiques infectés, notamment par... je rappelle, tiens, oui, une excellente... la fièvre jaune, qui est originaire d'Afrique, a été importée en Amérique du Sud par le biais des moustiques, par le biais de l'Aedes aegypti, qui est le vecteur principal, et le virus peut se développe chez le moustique et passe dans les œufs. Les œufs supportent jusqu'à 1 an, voire plus, de sécheresse, et donc ils ont été transportés avec le commerce triangulaire. Ils ont pu se développer sur les côtes américaines, et là, un autre vecteur a pris le relais, et du coup, il y a une endémie de la fièvre jaune en Amérique latine. Je vous remercie. Cela nous rappelle que le thème de notre année à la Somme, c'était, et c'est toujours, l'année n'est pas terminée, les mobilités. Et là, nous sommes tout à fait dans ces mobilités qui sont une dimension de la vie tout à fait essentielle. Oui, mobilité humaine, mais aussi mobilité animale. Nous allons passer aux questions, et donc qui concernent les différentes interventions de ce matin. Donc là, il y a des questions en ligne. Il y a des... Parce que moi, je ne vois pas. Si jamais il y avait des questions en ligne, merci de me prévenir. Oui. Il y a un micro. Il y en a un troisième, si vous voulez. Donc c'est bon, il y a le petit bouton. Merci beaucoup, excusez-moi. Moi j'ai une question pour Monsieur Miosek concernant la remontée du niveau marin. On parle aussi de la diminution des apports sédimentaires liés aux aménagements anthropiques sur les fleuves qui ont comme conséquence de réduire justement l'apport de sable, de vase, etc. dans les deltas et au niveau aussi des estuaires, et qui font qu'en fait on favorise par ce biais-là la remontée du niveau marin dans ces zones-là. Est-ce qu'il y a vraiment des prises en compte au niveau politique pour voir si on se retrouve encore avec une confrontation des usages, parce qu'on a montée du niveau marin ou énergie avec les barrages, ou compensation des irrigations avec la gestion des fleuves. Donc c'est toujours le problème terre-mer à ce niveau-là. Merci. C'est une vieille histoire. À partir du moment où une société équipe son système fluvial, il brise évidemment les mouvements de sédiments vers la mer. Autrement dit, dans les pays d'économie développée, le tourisme balnéaire a fait que, prenant conscience d'une pénurie de sable, on l'a compensé en faisant du rechargement. Les Américains le font systématiquement. Ils le font à hauteur de 5-10 millions de mètres cubes qu'ils amènent, et puis ils attendent que la prochaine tempête en liquide une partie. En France, le plus important qu'on ait fait, c'est 300 000 mètres cubes à la boule. Vous voyez ? Ceci dit, ces problèmes sédimentaires qui sont connus depuis un certain nombre d'années, si vous prenez la partie orientale du Bengale, donc le delta du Gange et du Brahmaputra, il y a toute une partie occidentale qui est en recul par pénurie sédimentaire et une partie orientale au contraire qui continue à équilibrer la remontée du niveau de la mer parce qu'il arrive, à cause de l'érosion, suffisamment de matériel pour que la question ne se pose pas. Vous voyez ? Autrement dit, c'est la réponse que fait la nature et la société dans la mesure où elle équipe ou pas, d'ailleurs, les bassins versants pour que l'on ait telle situation. On ne peut pas avoir une situation, comment dirais-je, pédagogique. Le pédagogique, c'est de penser qu'il n'y a plus de sédiments, donc on va apporter une solution. Si, il y a des sédiments. Il y a toujours des sédiments. Il y a des endroits où il y a des sédiments. Donc, dire que le delta du Bengale est menacé
sur sa totalité, c'est faux. Il est en partie menacé sur sa partie occidentale et pas sur sa partie orientale. Donc s'il y a des interventions à faire, c'est quelque part là où il y a menace. Sachant qu'il y a quand même quelques dizaines de millions d'habitants dans ces secteurs. C'est pas le delta du Rhône. Merci beaucoup. Oui, Dr. Williams. Merci. Moi, j'aurais une question, à M. Verger. Je ne sais pas s'il nous entend. Tout à fait, je vous entends très bien. Donc, merci pour ce bel exposé, bien apprécié. Alors, c'est écrit entre les lignes, mais je me demandais s'il ne fallait pas insister aussi plus lourdement dans un des composants du système alimentaire que vous décrivez, sur le transport. Alors je sais bien que c'est écrit entre les lignes, mais le conflit en Ukraine nous a bien montré maintenant que lorsqu'on coupe les voies de transport, bien ça met en péril la sécurité alimentaire de populations à l'échelle planétaire. Et à l'échelle plus locale, un souvenir un peu cuisant de mes aventures en Afrique, dans la région des Grands Lacs, c'est qu'à l'occasion d'une épidémie de choléra, on a coupé la route pour éviter que le vibrion soit transporté du lac Tanganyika vers Bukavu, mais ça coupait la principale route qui nourrissait la ville de Bukavu. Et donc la sécurité alimentaire de la ville a été mise en péril pendant quelques jours, parce qu'il faut dire que l'interdiction de passer n'a pas tenu plus que 48 heures, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, nous les médecins, nous avons été extrêmement inquiets à ce moment-là. Donc je me demandais s'il fallait peut-être pas rajouter le mot transport, parce que dans notre expérience récente à l'échelle européenne et africaine en particulier, et dans mon expérience personnelle moins importante, c'était bien, ça s'est marqué. Oui, merci beaucoup pour cette remarque. Vous avez totalement raison. Alors, je ne l'ai peut-être pas suffisamment appuyé, il faudrait que je revoie dans le cadre du HLPE, mais elle est contenue, cette question du transport. Elle est contenue dans notamment la question de la distribution. Et vous avez parfaitement raison. La majorité du transport concernant les systèmes alimentaires est un transport avant tout local et routier. Donc dès qu'on a des problèmes, et d'ailleurs c'est typiquement quelque chose qui concerne Madagascar, quand on regarde le sud de Madagascar, vis-à-vis du grenier des terres centrales, il y a énormément de problèmes de famine dans le sud parce que les infrastructures ne permettent pas une certaine répartition alimentaire. Donc effectivement, ça c'est quelque chose de très important. Sur les aspects plus internationaux, vous avez cité notamment l'agression russe et est-ce que vis-à-vis de l'Ukraine, est-ce que ça a donné sur le marché mondial du blé, ça a également des répercussions, mais qui sont, j'allais dire, un petit peu différentes vis-à-vis de la sécurité alimentaire mondiale. Ça joue énormément sur le PAM, sur le programme alimentaire mondial, effectivement. Sur les acheminements, on va dire un tout petit peu moins, étant donné que ça va dépendre des pays. Certains ne sont pas si, ou en tout cas une partie des populations peut-être plus urbaines sont peut-être un petit peu plus dépendantes de certains marchés, mais pas totalement. Mais bon, ça c'est un détail. Mais voilà, pour revenir à la question effectivement du transport est totalement centrale. Pareil, centrale. Elle est comprise dans ces approches et c'est quelque chose à considérer. Après, c'est vrai que sur les aspects si on revient sur la question changement climatique, dérèglement climatique, ce qui est assez amusant de voir, c'est que le transport, finalement, ne compte que peu dans les émissions de gaz à effet de serre totales. Mais voilà, c'est compris dans ce cadre conceptuel. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. J'aurais également une question pour M. Verger. Si j'ai bien compris votre propos, vous avez voulu comparer l'aquaculture et l'agriculture. Est-ce qu'il n'y a pas une différence fondamentale
dans ces deux façons de produire des protéines, j'allais dire. Est-ce qu'entre l'aquaculture et l'agriculture, la différence fondamentale n'est pas l'eau douce? Je m'explique, pour produire 1 kilo de protéines animales, il faut un certain nombre de milliers de litres d'eau douce. Pour produire 1 kilo de protéines de poisson, il ne faut pas d'eau douce. Est-ce que ce n'est pas une différence fondamentale? Alors, on pourrait rentrer très longtemps dans ce genre de détails, et malheureusement, je ne suis pas forcément la personne la plus à même de répondre. J'avoue, ma collègue Maria Darias aurait certainement eu beaucoup plus de choses à dire. En fait, ce que disaient les auteurs de Susli, c'est également un des points que voulait soulever Maria, c'est qu'il y a en fait, au-delà de la question de cette eau douce, beaucoup de proximité en fait dans l'organisation et la gestion de la ressource entre finalement une production terrestre et de l'aquaculture vis-à-vis des pêches. C'est surtout par rapport à ça qu'ils considèrent qu'on est sur des choses qui sont relativement semblables. Après, sur la question de l'eau, et notamment de l'eau douce, disons que c'est formulé un peu différemment dans ce que j'ai pu lire. C'est que par exemple, si on prend la question du bétail, une bonne partie de l'herbe ou du fourrage qu'elles vont consommer, ces bêtes, c'est principalement de l'eau de pluie. On n'est pas sur les eaux de surface ou les eaux de sous-sol qui sont utilisées. Alors que justement pour des systèmes maraîchers, on va être beaucoup plus sur ces eaux de sous-sol et de surface. Donc c'était la distinction qu'avait proposée, elle est peut-être un peu datée maintenant, mais des auteurs entre justement l'empreinte hydrique verte et l'empreinte hydrique bleue. Donc il y a effectivement cette question de l'eau, mais il y a en fait tout un autre ensemble d'externalités liées à ces modèles de production. Et c'est justement ça qui est intéressant dans le système d'approche alimentaire, c'est de regarder l'ensemble des externalités. Donc autant sur la question de l'eau, effectivement, on a cette différence fondamentale, on est dans un milieu déjà existant versus l'autre, on doit capter l'eau soit de pluie, soit de surface pour le faire. Mais après, dans le reste des conséquences économiques, sociales, on retrouve quand même une certaine proximité entre les aspects d'aquaculture et d'agriculture, on va dire, plus terrestre. J'ai une question subsidiaire et puis ensuite quelle est, parce que l'aquaculture... Excusez-moi, c'était en référence à ce que vous venez de discuter. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ça se rapproche en agriculture de cette approche biodynamique? Quand Patrick Sorgelos a parlé de la nouvelle aquaculture, où il fait de l'aquaculture dans les rizières, cette approche de favoriser la biodiversité, c'est ce vers quoi on tendrait si on rapproche l'aquaculture aux exploitations aquacoles terrestres. C'est dans ce sens-là, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? L'approche biodynamique actuelle de l'agriculture. On revient vers des pâturages mixtes, on revient vers des bocages, et c'est plus la monoculture. Et cette tendance, c'est ce qu'on devrait favoriser vers, pour l'aquaculture. En tout cas, ces systèmes, typiquement les systèmes intégrés où on remettrait des poissons dans les rizières qui permettraient de sortir d'une utilisation massive de pesticides et d'intrants, oui, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui vont s'être étudiées. Globalement, il y a cette question dans les systèmes de production de savoir si on est sur un système intensif et mono, donc monoculture ou mono-élevage, qui va souvent être... qui va poser des questions de durabilité. Autant en termes de certaines performances purement productives, ça peut être parfois un peu les meilleures, en tout cas un petit peu les meilleures, mais quand on les compare à des systèmes plus intégrés et plus divers, il y a quand même assez nombreux travaux qui montrent qu'on ne perd pas tant que ça en productivité, mais qu'on gagne effectivement en durabilité sur tout un ensemble de facteurs. Merci.
Justement, pour continuer sur cette question, je suppose que ça n'est pas tout à fait la même problématique en ce qui concerne l'aquaculture en eau douce, pour les poissons d'eau douce, et l'aquaculture marine, pour les espèces marines. Et est-ce qu'on a une idée de la différence en termes de production et en termes économiques entre ces deux systèmes, entre l'aquaculture eau douce et l'aquaculture eau de mer? Alors là, je m'excuse platement, là, ça sort complètement de mon champ de compétences. Ça serait voilà, je ne vais pas rejeter et botter en touche en disant que Maria Daria aurait pu beaucoup mieux répondre que moi. Je ne reste qu'un nutritionniste qui m'intéresse au système en général, mais là c'est une question trop technique pour moi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, eh bien on va libérer, on va terminer cette session un petit peu plus tôt, ce qui va laisser du temps pour les suivants, pour la conclusion. Je vous remercie et donc je vous rends la parole. Merci. Nous avons une session finale sur les conclusions, d'abord par Arthur Dahl, que j'invite à venir au pupitre, et ensuite le bilan des journées, où il y aura un panel après la conclusion présentée par Arthur Dahl. D'abord, une présentation, s'il vous plaît. Excellent, merci. Bon, on a beaucoup parlé hier et aujourd'hui sur les différents aspects de notre système, le facteurs climatiques sur l'océan et comment traiter ça, et surtout, je vais revenir maintenant sur les questions de gouvernance. Qu'est-ce qu'on fait face à toutes les questions soulevées depuis hier et aujourd'hui? Et on peut dire qu'on a pu voir que les frontières n'ont aucun sens dans l'océan. L'eau lie tout. C'est une perspective systémique qui unit le mouvement de l'eau, la productivité primaire, les chaînes alimentaires, l'immigration, le transport de polluants, les cycles biochimiques, les utilisations humaines et l'impact donnent une base scientifique fiable pour lier le gouvernance des océans. Donc, il n'y a aucune logique de couper tout ça en morceaux. Mais on a pu voir aussi que la gouvernance actuelle est tout à fait fragmentée. Il n'y a aucun système responsable pour le tous. On a les droits de la mer d'un côté, on a l'autorité pour les fonds marins, l'ONU, les maires régionaux, les conventions sur les différentes secteurs. Chacun dans le domaine essaie de gérer une partie des problèmes sans vraiment parler avec les autres. Et donc, on a cette perspective, on peut dire planétaire, pas simplement l'océan, mais toute la planète, les frontières planétaires aujourd'hui. Et si on regarde entre changement climatique, biodiversité, parce que tous ces frontières planétaires sont aussi des frontières qui concernent les océans. Donc, il y a déjà définir quelles sont les limites à ne pas dépasser pour la planète, mais aussi ces limites peuvent être redéfinies au niveau des océans. Et quel est le rôle de l'océan vis-à-vis de ces limites planétaires? Et on vient de parler des choses de monter le niveau des mers, et il est clair que ça serait un défi énorme dans l'année à venir de façon globale, parce qu'il va déplacer énormément de population. On a parlé de Jakarta déménager, c'est un petit exemple, mais il y a beaucoup de villes du monde qui vont être encore noyées. Ça veut dire qu'une telle population va avoir 6 millions de personnes ou 900 millions de personnes à déplacer dans les décennies à venir. Et si on parle de migration, d'immigrer maintenant, qu'est-ce que ça va être si on parle de centaines de millions de personnes déplacées et qui ne peuvent pas revenir en arrière? Il n'y a aucun droit juridique pour les déplacés climatiques. Ce n'est pas des réfugiés, parce que les réfugiés peuvent revenir après la persécution. Mais les gens déplacés ne peuvent jamais revenir. Donc il y a tout un brassage de population au niveau mondial qu'il faut déjà anticiper et voir comment gérer ça, comment créer des structures de gouvernance
pour ces déplacements, comment mettre l'équité et la justice vis-à-vis de ces choses que souvent le plus vulnérable sont ceux qui n'ont pas posé le problème. Ce sont les victimes, c'est les gens riches qui peuvent faire n'importe quoi, n'importe où, qui ont créé des problèmes, et c'est les gens pauvres qui vont souffrir en grande partie. Donc comment innover vis-à-vis de cette gouvernance des océans? Parce que c'est un seul système intégré, nous devons dépasser cette fragmentation de la gouvernance actuelle. Donc comment aller au-delà de ces structures actuelles? Et pour vous, comme les scientifiques, la fondation pour la prise de décision doit être la meilleure science possible sur l'état et l'évolution de l'océan, les activités humaines et les impacts à travers toutes les disciplines scientifiques. Et il faut renforcer, comme on a déjà vu hier, l'institution pour collecter les données. Comment avoir les connaissances nécessaires pour gouverner ces difficultés? Ce n'est pas simplement quelques projets de recherche ici et là qui donnent les données. Il faut créer un système planétaire d'observation et de gestion qui nous donne les données au niveau planétaire sur l'évolution de ces systèmes et les défis qui peuvent conseiller les politiciens à faire face. Et on a pu voir, par exemple, dans la proposition d'un International Panel for Ocean Sustainability, que déjà on commence à mettre en place une structure de conseil scientifique intégré au niveau planétaire. Au-delà du changement climatique, au-delà de la biodiversité, etc. Comment on va aller ensemble? Donc déjà, on voit comment se réfléchir à ces structures, et le pouvoir avec l'UNESCO, le COI, les Nations des océans, qui sont en train de se mettre en place comment créer la capacité dans tous les parties du monde d'observer l'océan, de suivre ce qui arrive, d'avoir les données sur lesquelles on peut baser cette gouvernance qui devrait évoluer avec un système qui évalue aussi. On ne sait pas toujours comment l'océan va se comporter vis-à-vis de ces changements, donc on va suivre constamment, il faut avoir les données régulières. Donc créer ces structures qui permettraient d'avoir cette gouvernance est un élément essentiel en allant. Et je crois que la plus grande innovation pour aller au niveau planétaire, et ça serait de donner un nouvel cadre juridique à la priorité du bien-être de l'ensemble du système océanique. Au-delà de ces souverainetés nationales, les zones économiques exclusives, toutes les frontières que nous avons créées, on a bouché récemment cette trou pour la haute mer en biodiversité, mais c'est encore un fragment dans un système fragmentaire. Ce n'est pas quelque chose qui va aller au-delà pour intégrer les choses. Et il faut aussi trouver un système de gouvernance qui implique les acteurs non étatiques, parce que ce n'est pas simplement le gouvernement qui décide, c'est les multinationales, c'est même les gens très riches qui peuvent faire ce qu'ils voulaient avec centaines de satellites, etc. Donc on a un système de gouvernance qui traite tous les acteurs qui ont un impact sur les océans, sur ce bien commun, et de voir comment aller au long. Et donc, il faut revoir toutes ces frontières qui sont artificielles, pas comme des limites de souveraineté, mais au moins le partage de responsabilités de gestion. Dans un sens, une zone économique ne pas être, ça c'est notre frontière, personne ne peut venir là, mais c'est simplement que le pays à côté a la responsabilité, dans le cadre de gestion générale, d'appliquer dans cette zone proche d'eux, et dans le système qui s'applique bien à la situation, la gestion générale des océans. Et on a pu voir dans l'exemple de Belgique, qu'ils ont pu avoir toutes les différentes fonctions mises ensemble, intégrées d'une façon générale, de beaucoup de façons différentes, mais avec une vue d'ensemble pour les zones économiques, comment gérer le tout vis-à-vis tous ces possibles conflits, etc., comment créer une certaine cohérence pour aller là. Et donc, il faut aussi avoir cette science qui donne le cadre général. Ensuite, il faut avoir des responsabilités claires pour la pollution marine. Tous ceux qui produisent des pollutions des sources terrestres, et je crois qu'ils devraient, comme pollueur-payeur, payer les frais, et
on peut appliquer, mais il faut surtout, aujourd'hui, ce n'est pas les gens qui ont créé le polluant qui sont responsables. Un compagnie peut fabriquer un nouveau produit chimique, le vendre à grande échelle, on n'est pas responsable, qu'est-ce qui arrive après? Mais c'est eux qui ont profité, c'est eux qui ont fait des milliards sur la production de nouveaux produits. Et de nier la responsabilité par la suite, il faut trouver le moyen d'aller vers la source de ces problèmes et d'être certain que ceux qui ont créé le problème sont aussi tenus responsables pour trouver des solutions ou changer les produits, etc. Pour le moment, c'est un système très incohérent qui fait que c'est les gouvernements qui sont obligés de payer pour tout ce que les compagnies ont profité pour en fabriquer. Et donc, si on voit comment cette coordination générale de toutes les différentes fonctions qui se passent, il faut créer un cadre juridique qui permettrait cette régulation de toutes les choses, comme on a vu avec la Belgique. Mais ça devrait inclure la pêche et l'agriculture, comme on a vu ce matin, l'industrie navale et le transport, les usages militaires, l'exploitation minière et l'extraction des ressources, les énergies renouvelables, le vent, les vagues, les marées, le côté thermique, conservation et assurance de la biodiversité, contrôle des espèces invasives et les maladies, comme vous pouvez voir ce matin. Toutes ces différentes dimensions sont des éléments de gestion intégrés et on devrait pouvoir les mettre ensemble et avoir une cohérence. Et je ne parle pas là ici, mais je crois qu'il y a un élément essentiel qui est comment financer toute cette nouvelle structure, comment avoir des impôts internationaux sur l'activité qui génère un profit de la mer, que les gens qui ont profité de la mer devraient avoir payer en partie les impôts, le coût de la surveillance, de la protection, et cet argent peut aussi aider les pays pauvres qui n'ont pas les moyens de faire la partie des responsabilités, il peut aider à travers ces revenus. Et cet impôt existe depuis longtemps. Il y a une seule impôt international pour les océans qui existe depuis des décennies. On ne parle jamais d'impôt, mais il en fait un impôt, et c'est l'impôt sur les navires. Parce qu'avec l'Organisation mondiale maritime, chaque fois qu'un navire est enregistré sur le drapeau du pays, une partie des frais d'enregistrement va à l'ONM pour financer cette structure intergouvernementale. Donc c'est une taxe sur les navires pour soutenir une activité internationale. Donc ça existe déjà, même si on ne veut pas nier que c'est un impôt, mais il est là, et donc vous savez comme modèle, comment faire la même chose pour les autres structures, chaque fois qu'il y a des bénéfices qui se font d'une activité maritime, qu'il y a une partie de ces bénéfices qui va créer les structures et faire fonctionner cette structure internationale. Et donc ce n'est pas quelque chose de tout à fait irréaliste de penser à cette question-là. Il faut aussi donner priorité à d'autres valeurs que les valeurs financières. Parce que les valeurs élémentaires de l'océan, ça peut être l'aspiration esthétique, on aime bien regarder un jour les couchers de soleil sur la mer, etc. Le lien avec la culture et les valeurs indigènes, beaucoup de peuples indigènes, l'océan fait partie d'eux. Ils ne sont pas séparés de l'océan, c'est les ancêtres, c'est nos réalités, et il faut respecter dans ce cas-là aussi ces dimensions. Et même les océans comme métaphore. Combien de fois en littérature on parle de l'océan comme symbole de quelque chose? Ces valeurs-là devraient inclure une vision des océans. Bon, il y a déjà des conférences de l'ONU sur les océans, et on peut profiter de ces structures pour une évaluation régulière de façon grande. On a déjà eu en 2017, en 2022, il y en a d'autres qui sont prévus, je ne sais pas si en 2024 ou en 2027, mais en tout cas, il faut donner à ces structures un rôle de conseil auprès de ces structures de gouvernance internationale. Et il faut donc créer une structure au niveau international avec des fonctions législatives, exécutives, judiciaires, pour mettre en application ces réformes générales de l'ONU. Donc ça peut se faire en différents cadres. On peut refaire l'ONU pour que l'ONU elle-même peut avoir cette responsabilité, ou on peut créer une structure de façon plus limitée. Avec deux collègues, on a écrit il y a quelques années tout un livre de propositions pour réformer l'ONU et comment le faire activer pour le 21e siècle. Donc on a déjà beaucoup de propositions sur fixer le système en général, lui donner des capacités législatives, exécutives, etc. pour bien être comme. C'est quelque chose qui existe, qui est déjà en train de discuter largement. Mais
il y a aussi les questions de gouvernance environnementale des océans. Et là, on peut analyser une structure plus pour l'environnement général, il inclut les océans, qui permettrait d'avoir ces structures législatives, etc. Et il y a le High Level Advisory Board, qui a été créé par le secrétaire général il y a 2 ans pour préparer pour le sommet de l'avenir l'année prochaine. Donc, comment reformer l'ONU. Donc déjà, à l'ONU, il y a tout un débat sur cette question de réforme, les portes sont ouvertes. Et je voulais citer ce paragraphe de le High Level sur les questions d'environnement. L'importance centrale de l'environnement pour tous les aspects de nos vies et de notre bien-être collectif doit être accompagnée par l'élévation de l'environnement à l'intérieur de notre système de gouvernance global. Ceci demande le renforcement du PUE et l'Assemblée environnementale de l'ONU avec des mandats et des ressources comparables aux institutions de l'ONU pour le développement, la paix et la sécurité et le droit de l'homme. Parce que maintenant, on parle souvent des 3 piliers de l'ONU, c'est le développement, c'est la paix et c'est le droit de l'homme. Et là, ils ont dit qu'il fallait mettre un 4e pilier, donc l'environnement, parce que c'est maintenant le survie planétaire qui est en jeu, ça doit être au même niveau de l'ONU de pouvoir gérer ces questions. Et précisément, le PUE doit avoir la capacité d'agir comme une agence globale pour l'environnement efficace, capable de suivre nos impacts sur l'environnement en interaction, consolider et mesurer nos engagements, conditionner nos investissements financiers globaux et poursuivre un programme de transformation de l'humanité et la planète à travers le multilatéralisme. Donc ça, c'est les experts de l'ONU vis-à-vis ce débat l'année prochaine. Ils ont dit clairement qu'il faut quelque chose de mieux pour l'environnement. La source de recommandation, c'est une recommandation que j'avais écrite il y a 2 ans avec un collègue pour proposer une agence environnementale globale. Et donc, ils ont cité longuement cette ressource pour ces recommandations. Et donc, dans ce cadre, on demande qu'il y a une constitution publique indépendante, comme j'ai déjà réfléchi, il fallait une structure d'abord pour que le gouvernement soit basé sur la science, avec l'expert de toutes les disciplines, l'évolution de privé vers une agence globale environnementale dans un système polycentrique, avec les règles planétaires, les normes et les valeurs, un ensemble environnemental qui existe, là, avec une fonction renforcée, de capacité d'adopter les lois contraignantes sur les États et les acteurs non étatiques. Donc, créer un législateur qui a le droit de passer des lois qui s'appliquent pour tout le monde autour de la planète. Et ensuite, un cours de justice environnementale pour interpréter les lois et régler les disputes. Donc là aussi, ces positions sont déjà en train d'être considérées, sont sur la table pour l'année prochaine. Donc c'est une possibilité aussi pour traiter ces questions des océans. Et cela demande une transformation aussi dans le système économique, du bénéfice à court terme, avec une mesure planétaire comme le profit, le PIB, qui est la seule mesure de développement pour le moment, vers le bien-être humain et environnemental, et donc le bien-être des océans devenir un objectif central. Mais donc j'arrête avec ces questions finales. Comment trouver des indicateurs du bien-être océanique sur les bases scientifiques? Quelles sont les bases scientifiques? Comment mesurer ce bien-être océanique sur les bases? Comment définir les frontières chimiques? On n'est pas déplacé, la frontière, pas la limitation, mais vis-à-vis ce fonctionnement de bien-être, on n'est pas déplacé. Comment être certain qu'on va garder les océans dans un bon état pour des milliers d'années dans l'avenir? Ça, c'est le défi maintenant. Et comment, avec ça, on peut même démontrer l'efficacité d'une silence de gouvernance océanique. Donc, dès qu'on peut mesurer si on ne saute pas, on peut dire, ben voilà, ça va passer, il faut changer, il faut aller plus loin. Donc, pour créer des éléments de système, pour voir, voilà, il n'est pas impossible de penser à mieux gérer les océans. Il y a déjà des populations en route, si on les soutient, et si on donne les bases scientifiques, on a la possibilité d'aller là, et j'espère que notre petit colloque ici peut continuer son brique à cette nouvelle lieu, cette nouvelle solution, et nous aider à ne pas parler simplement dans le couloir de la science, mais aussi dans la pratique des gouvernements et des ONU, et aller au-delà pour régler ces problèmes et avoir une notion pour nos enfants, nos petits-enfants, et les arrière-petits-enfants, etc., qui va nous permettre de dire, voilà, on a réussi quelque chose au petit colloque hier et aujourd'hui. Merci beaucoup.
Après ce plaidoyer, nous allons peut-être revenir sur Terre et passer à la dernière phase de notre colloque sur le bilan de ces 2 journées avec Philippe de Meyer, Dominique Barjot qui est déjà ici, Virginie Silon-Crissac et Arthur Dahl aussi, si vous voulez revenir. Moi, je cède maintenant ma place pour ces conclusions de notre journée. Si vous voulez venir. Non, c'est toi qui préside. C'est comme tu veux. Bon, paraît que c'est moi qui préside, dit Virginie. Ok. Bon, j'ai pris quelques notes là. Je m'excuse de ne pas avoir pu suivre le début de la journée d'hier, mais je crois qu'on peut être d'accord qu'on a eu un programme donnant un aperçu général sur la gouvernance des océans, allant des aspects géologiques, biologiques et économiques, comme des petits blocs légaux, en fin de compte, qu'on a essayé de monter, mais sachant que ces petits blocs légaux, ils interactent. Il y a des interactions, et ce ne sont pas des blocs l'un à côté de l'autre. Donc on arrive à un concept de système océanique, une approche systémique, mais qui à son tour, et ça on n'a peut-être pas parlé, fait partie d'un système terrestre, en fin de compte. Et ça aussi, ça me paraît important. Quand on compare dans le temps, je crois qu'il faut se rendre compte que entre l'approche géologique et l'approche qu'on doit avoir en tant qu'homme ou femme, il faut penser à l'humanité. Et là, on se trouve quand même dans une situation tout autre. Il y a 15 000 ans, on pouvait difficilement parler d'une humanité à ce moment-là. On a donc l'homme et sa conscience qui luttent ou qui doivent lutter pour la survie de l'espèce, si je peux dire. J'étais, il y a une semaine, ou il y a quelques jours encore, même avant-hier, au Mexique, et c'est là qu'il y a eu le grand météorite qui est tombé, qui, il y a 65 millions d'années, a fait l'extinction d'une grande partie de la vie sur Terre, y compris tous les grands dinosaures à la fin du Crétacé. Et il ne faut quand même pas qu'on en arrive à un stade où, à la fin de l'extinction de l'homme, partiellement dans une évolution géologique, mais grandement influencée par l'homme lui-même. Et ça me paraît très important, parce que la Terre continuera, la vie sur Terre continuera, mais il faut que l'homme survive en grande partie là-dedans. Donc se pose la question, quelles sont les limites à ne pas dépasser, quels sont les maillons essentiels qu'il faut qu'on respecte dans tout ça. Et effectivement, on peut se poser des questions, non seulement pour les zones deltaïques, ou les sites, comme on disait, Small Island Developing States, dont certains sont déjà à se mettre à l'abri. On a vu récemment, cette semaine, comment dans l'océan Pacifique, il y a déjà un État qui se met sous le parapluie de l'Australie pour sa survie, ou la survie de sa population, donc la survie de cette petite partie de l'humanité, en fin de compte. C'est ça qui est important, je pense. Alors, on peut avoir, comme signalé, une approche réactive, aussi proactive, à l'échelle, je ne dirais pas microscopique, mais à l'échelle petite de la Belgique. Je peux quand même citer ce qu'on fait le long de la côte belge, où sur base d'études scientifiques, on a commencé à rallonger les plages. On met 1 million de mètres cubes de sable
tous les 5 km environ, annuellement, afin d'élargir les plages et d'arriver à une protection meilleure de nos côtes, en estimant qu'on pourra résister à une tempête centenaire. Bon, une tempête centenaire, ça ne dit pas qu'on est à l'abri de tout. Alors, ceci, c'est certainement important. Donc, les études scientifiques sont essentielles. Moi-même, j'ai participé ou j'ai tiré un programme de calcul de risque d'inondation. Risque dans le sens que le risque est une multiplication, si je peux dire, de la probabilité que quelque chose arrive à multiplier par l'impact que ça a. Alors, bon, on peut avoir l'approche économique, c'est certainement très important, et si on fait ces travaux le long de la côte belge, comme cité par quelqu'un, c'était certainement aussi pour protéger les ports, l'activité économique, l'activité touristique, mais on peut avoir aussi un calcul de risque humain. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la vie des hommes si il y a un événement ou une suite d'événements qui se passe. Donc le risque humain, on peut le calculer. Il y a des pays qui sont un peu méchants là-dedans. Je ne connais pas du tout le point de vue de la France, mais je sais qu'aux Pays-Bas, on calcule le risque humain en euros. En Belgique, on a refusé ça. On calcule le nombre de morts qu'il y aura et on exprime cela en nombre de morts. On a aussi, en Belgique, fait des calculs du risque biologique et écologique suite à. Alors, on n'a pas Farid, on n'a pas de mangrove chez nous, mais en fin de compte, il y a des risques écologiques, surtout aussi le long des rivières qui vont vers la mer du Nord. Il y a aussi un risque très bizarre qu'on a calculé, qu'on n'a fait que dans un stade ultérieur, le risque culturel. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, le culturel physique, les bâtiments par exemple, mais aussi l'influence que ça peut avoir sur des habitudes, de tout ce qui est immatériel dans le culturel en fin de compte. L'économique, en fin de compte, c'est très complexe. Je reviens là-dessus un petit instant. Alors, on a fait ce risque inclut les modes d'évacuation, parce qu'il peut y avoir des éléments qu'on peut prévoir qui durent sur des dizaines d'années, une centaine d'années. C'est la levée du niveau de la mer. Mais ce qui est beaucoup plus court terme, c'est les tempêtes, par exemple. Les tempêtes dont on a l'impression qu'elles augmentent en nombre, je dis l'impression, je n'ai pas de preuves scientifiques, en nombre et en intensité. Donc on inclut les modes d'évacuation. Combien de personnes on peut évacuer? Alors on peut bien faire ça en Belgique, on peut faire ça en France, on peut faire ça aux États-Unis si on veut, mais quitte justement de ces régions dont j'ai parlé, les zones deltaïques et les Small Island Developing States. Est-ce qu'ils ont les possibilités? Bon, Jakarta est quand même un pays qui est avancé dans tout ça et qui peut faire ce type de prédiction aussi, mais il y a beaucoup de pays pour lesquels ça reste quand même un problème et qui n'ont peut-être pas les moyens aussi de se créer une nouvelle capitale ou même la place pour créer une nouvelle capitale. Alors pour en revenir aux éléments de conclusion de M. Dahl, les systèmes légaux qui permettraient de réguler et de contrôler, je rajouterais, il y a un autre élément très important, c'est la sensibilisation. La sensibilisation, ça évolue, on en parle de plus en plus, mais il y a 10 ans, j'ai fait une étude dans le cadre d'un étudiant qui faisait un doctorat, et c'est notre article, ou mon article le plus cité on the Web of Science, c'est un article sur la sensibilisation des habitants de la côte. Et bizarrement, les gens ne sont pas sensibilisés du tout. Maintenant, depuis 10 ans, je pense que ça a changé, puisqu'il y a eu ces grands travaux, ils les voient, les grands travaux, donc ils doivent s'en rendre compte. Mais il y a 10 ans,
les seuls groupes de personnes qui étaient sensibles, c'était les vieux. Ceux qui avaient connu la grande inondation au début des années 1950, ils se rappelaient d'Ostende inondé en fin de compte, et il y a eu des tas de morts aux Pays-Bas, chez nous il y en avait que quelques-uns, et donc ils se rappellent de ceci. Donc ça c'est ma petite conclusion avec un petit ajout sur les 2 jours de colloque. Je passe là le mot à... Juste petit détail sur les questions de risque culturel. Tuvalu, c'est le même pays qui est organisé avec l'Australie, ont déjà décidé de mettre toute la culture dans le nuage, dans l'Internet, en disant quand le pays disparaît, comment garder le langage, la culture, toute la façon de faire. Ils ont dit, avec une nouvelle technologie, il y a d'autres moyens de préserver cette culture. Même s'ils sont déplacés, ils auraient toujours accès à cette mémoire des ancêtres, on peut dire, maintenant déplacés dans le côté digital. Donc, il y a des moyens d'agir d'une façon ou d'une autre. Un autre petit exemple, j'avais vu il y a quelques années en Bangladesh, où beaucoup d'inondations. Il y a un petit agriculteur qui voyait à chaque fois que les eaux montaient, ses poules étaient noyées. Il dit, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il a construit son poulailler avec 2 tonneaux pour faire une petite rafle pour que chaque fois de monter, le poulailler montait avec. Il attachait un cocotier, il perdait plus. Donc, il y a des moyens très appropriés à s'adapter à ces questions si on est sensibilisé. Ce n'est pas simplement toujours une technologie très évoluée. C'est juste un petit exemple pour voir à quel point il faut aider chaque peuple leur façon de réfléchir à comment il peut agir dans leur contexte et garder l'essentiel d'une façon ou d'une autre. C'est pour les scientifiques de les aider à poser ces questions, ne pas toujours chercher les solutions technologiques qui sont dans l'intérêt des grandes multinationales à faire encore des profits en vendant ceci ou cela, mais aussi pour chacun peut de l'autre côté avoir une autre façon de respecter ces changements et d'évoluer avec. Merci. Non, restez à votre place. Là, votre place est parfaitement méritée, je peux vous le dire. Je voudrais ici, si vous me le permettez, tout d'abord commencer par remercier de manière très chaleureuse Madame Virginie Thillot de Grissac pour l'énergie et le courage qu'elle a démontré en portant à bout de bras ce magnifique sujet. Je voudrais remercier aussi tous nos amis belges qui, avec elle, sont venus porter ce beau programme devant nous. Alors, je voudrais remercier, bien sûr, la présidente de l'ARSOM KO, Madame Christine Coquit. Je pense aussi aux prédécesseurs de votre secrétaire perpétuel, Monsieur Philippe Goyens, et puis bien sûr Monsieur Philippe de Meyer, qui nous a tracé à travers ces quelques mots des pistes nouvelles très importantes qui nous incitent à dire que le colloque que nous avons tenu aujourd'hui ne sera pas le dernier sur le même thème, si je puis me permettre. Je voudrais aussi vous présenter toutes mes excuses pour n'avoir pas pu suivre l'intégralité de ce beau colloque. En effet, je devais m'occuper de certaines questions administratives très importantes pour notre académie hier matin, notamment parce que, vous le savez, mon prédécesseur est aujourd'hui très malade et que nous lui devons un hommage à la hauteur de ce qu'il a mérité et de toute l'énergie qu'il a consacrée à notre académie. En second lieu, je me félicite de la pleine réussite d'un colloque d'une actualité criante, ayant réuni un impressionnant panel d'experts et débouchant sur des propositions concrètes. Il correspond pleinement
aux objectifs de notre Académie des sciences d'outre-mer. Pluridisciplinaire, en effet, celle-ci s'impose le respect des connaissances et des compétences disciplinaires en adhérant pleinement à une démarche scientifique. Mais en même temps, elle se fixe le devoir de se saisir des grandes questions du temps et de mobiliser l'ensemble de ses académiciens, d'une part pour porter son diagnostic propre, et d'autre part proposer, sinon des solutions, au moins des méthodes d'approche des programmes. En effet, nous sommes convaincus dans notre académie qu'il n'existe pas de divergence, de désaccord entre la perspective du savant et celle de l'expert. C'est dans cet esprit qu'il nous semble essentiel, dans l'avenir, de resserrer les liens existants entre nos deux académies. Bien entendu, il faut maintenir et développer les séances communes sous forme de colloques ou de tables rondes, maintenir et développer nos coopérations scientifiques, comme dans le cadre des Fontes Historiae Africanae, mais aussi ouvrir de nouveaux chantiers autour de questions et de problématiques communes. Ainsi, je crois qu'il y a un grand chantier à mener ensemble autour des problématiques du développement à travers ces volets environnement, qu'on a bien illustré à travers ce beau colloque, mais aussi des stratégies, puisque nous ne voulons pas être seulement des savants, mais nous voulons aussi être des experts, aider à la décision du politique, par exemple. Il me semble qu'un des thèmes autour desquels nous pourrions converger, c'est l'importance accordée à la promotion de la jeune recherche. Car j'ai noté que au sein de l'ARSOM, c'était un axe très important, et il me semble que du côté de l'ASSOM, nous avons encore des progrès à faire. Donc, accepter que nous cheminions un peu ensemble autour de ces questions. Je vous remercie de votre attention et vous félicite encore pour ce beau travail. Brièvement aussi remercier la Somme de nous avoir accueillis. Bon, je vous amène le dernier numéro de notre revue qui vient de paraître, et j'ai ces deux documents qui sont des actes d'activités récentes ou suppressantes que vous pouvez ajouter à votre librairie ou à votre bibliothèque si ce ne serait pas encore le cas. En tout cas, merci pour votre accueil. Merci infiniment. Voilà. C'est difficile de dire quelque chose après. Je voulais surtout remercier tous les orateurs. Ça comble ma joie de parler de cette thématique et d'avoir pu assembler tout le monde, toutes ces expériences différentes, et de conclure sur des propositions tellement satisfaisantes, même spirituellement. Enfin, ça c'est personnel. Et merci aussi à tous ceux qui nous ont permis de faire ça, les deux cabinets, Siori, Patricia, Claudia. C'est exceptionnel de rassembler en si peu de temps un document, un programme avec tous les abstracts. Et voilà, je suis comblée, ravie que les messages soient portés, qu'il y ait des alliances qui se font entre les différentes disciplines et qu'on puisse continuer sur ce mode-là pour les académies. Voilà, merci. Je vais me permettre d'évoquer un petit détail pratique. Je dois vous rappeler que nous avons rendez-vous à la résidence de Belgique, 25 rue de Suresnes, dans le 8e arrondissement,
et que ce n'est pas à l'ambassade de Belgique. Voilà. Nous avons un petit peu de temps pour y aller. D'après Google Maps, il nous faut 9 minutes à pied. Non, Et oui. Plus 25. Jusqu'au métro. Ah, Jusqu'au métro, hein. Jusqu'au métro. Et donc, nous avons en gros une demi-heure. Nous pouvons prendre une bonne demi-heure pour nous y rendre. Voilà. Le rendez-vous est à 12h45. Nous sommes donc un petit peu en avance. Vous pouvez donc vous y préparer tout à fait tranquillement. Voilà. Le mieux, c'est d'annuler notre d'après ce que vous appelez Google. S'il vous plaît, une petite information pratique. À l'ambassade de Belgique, à la résidence de l'ambassadeur, nous sommes invités sur liste d'invitation. Et donc, il ne faut pas y aller sans avoir vérifié que vous êtes bien sur la liste des invités. Nous avons pris contact avec l'ensemble d'entre vous pour déterminer cette liste. Je la tiens à votre disposition. Si vous avez un doute, nous pouvons vérifier. Voilà. Bien entendu, les contributeurs, eux, sont sur la liste, par définition. Oui. Tout le monde a reçu par email. Vous voulez vérifier? Moi, je pense que je vais répondre oui, mais ça marche. Voilà. Est-ce que vous êtes intervenant? Hier, oui. Ah ben non, parce que vous êtes dessus. Ah, voilà, non, c'est bon, je suis dessus, mais je me suis Les intervenants, tout de même. pris la peine de m'inscrire pour. Voilà. Je voulais juste vérifier. Oui, le plus simple, c'est... Oui. Non, il ne faut pas prendre le dossier. Vous alliez à l'étoile. À l'étoile. Vous prenez à l'étoile. Hein. Oui, je connais. Voilà. Vous allez à l'étoile, vous changez à Concorde. Ah, c'est ça, la une jusqu'à Concorde. Voilà, et ensuite vous prenez la direction de Madeleine. Vous descendez à Madeleine. Ah, une fois qu'on est à Concorde, quand Voilà. on est à Concorde, il ne passe pas par Madeleine. Non, vous prenez la ligne 1 jusqu'à Concorde et vous changez pour prendre la ligne 13 qui s'arrête à Madeleine. La 13. Oui, Pour aller sur oui, il faut changer à Concorde. c'est C'est le chemin de Concorde. Oui, c'est noté. Et après,
il est très facile de trouver